Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Et de 8, officiellement. Voilà un candidat de plus à la primaire des Républicains. On l'a dit à l'instant, Bruno Le Maire en a fait l'annonce à Vesoul. Il aurait pu le faire à Vierzon. Oh, bravo. En chemise blanche, Henri Guénaud. Il y avait une petite touche de Chirac, selon vous, dans cette annonce? Oh, pas du tout. Pas du tout, jamais vu Chirac en bras de chemise avec un micro-baladeur, non. Non, Chirac, quand il a annoncé sa candidature en 1994, il l'a fait dans la presse quotidienne régionale. Ça n'a pas été un franc succès, puisqu'il est descendu à 12% et il n'a remonté qu'après un grand discours dans un grand meeting traditionnel à la porte de Versailles, si vous vous en souvenez. Oui. Alors pour vous, le côté un peu à l'américaine, le renouveau, le côté un peu anti-système revendiqué par Bruno Le Maire, ça peut faire son effet chez les Républicains? Un mot sur vos soupirs à propos du nombre de candidats. Toutes les candidatures sont légitimes. Plus il y en aura, plus ces gens auront le choix. Déjà, les primaires, c'est pas une très bonne idée, parce que ça enferme le candidat dans son camp. On va désigner les candidats d'un camp. On n'est pas du tout aux États-Unis. D'abord, il y a 2 tours des présidentielles. Là, nous allons en avoir 4 au record du monde. Ça enferme le candidat dans son camp. Et ça, si en plus, ça doit être un système qui ne sert qu'à départager les 2 candidats élus par les sondages, alors là, c'est la pire des choses. Donc, que chacun aille aux primaires, dise ce qu'il a à dire, et que les gens... que ceux qui iront voter choisissent. Parce que nous avons Alain Juppé, François Fillon, Jean-François Copé, Nadine Morano, Frédéric Lefebvre, Hervé Mariton, Jean-Frédéric Poisson, en attendant Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy, et peut-être vous-même, Henri Guénaud. Peut-être, qui sait, mais je n'en sais rien. À Noël, rien. vous réfléchissiez, vous l'aviez dit oui, ici. Oui, bien, je continue de réfléchir. Moi, je suis un esprit assez lent, vous savez, il faut du temps pour maintenir prendre des décisions. ce suspense, je ne maintiens aucun suspense. Je regarde la scène politique et le spectacle qu'offre en particulier la famille politique à laquelle j'appartiens. Je suis assez étonné de voir d'abord que presque tout le monde dit la même chose. On me dirait que c'est pas étonnant pour une famille politique, mais... c'est le même parti quand même. Oui, mais enfin c'est comme le Parti Socialiste, c'est comme dans tous les partis aujourd'hui. La plupart des gens sont en désaccord avec la plupart des autres, enfin la plupart de leurs camarades de parti. Hein, nous sommes face à des défis énormes. Tout le monde répète la même chose. J'ai l'impression que la classe dirigeante, la classe politique à droite comme à gauche, c'est emportée par des effets d'engouement qui tiennent peut-être à l'information en continu ou qui tiennent peut-être à l'espèce de panique intellectuelle et morale que provoque chez beaucoup d'entre eux la situation du pays, de l'Europe et du monde. Il manque là-dedans, il manque quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est vous le chaînon manquant? Vous êtes, vous êtes quoi, l'héritier du général de Gaulle, le gardien du temps? Vous avez dit les politiciens n'ont pas compris que le peuple en colère ne leur pardonnera plus rien, c'est ce que vous avez déclaré. Oui, c'est ma conviction profonde, devant le Conseil national. C'est ma conviction profonde. Et le gaullisme avait cette vertu. Le gaullisme, je le rappelle, n'est pas une religion. Il n'y a pas de catéchisme du gaullisme, c'est même pas une doctrine, c'est pas une idéologie, c'est une histoire, le gaullisme. Une histoire qui peut encore, en tout cas qui a certains d'entre nous, dont moi, parlent encore. Certains d'entre nous, dont moi, considèrent... Elle vient de la guerre, l'histoire a changé. On va y venir un instant, si vous voulez. Certains considèrent qu'elle a encore quelque chose à nous apprendre, cette histoire, d'un point de vue moral, intellectuel et politique. Alors on me dit, c'est le passé. Mais tous les jours, j'entends parler du libéralisme. C'est une idéologie du XVIIIe siècle. Tous les jours, j'entends parler du socialisme. C'est une idéologie du 19e siècle. Bon, le gaullisme, c'est pas une idéologie, c'est une histoire du 20e siècle. Deuxièmement, nous sommes au 21e. Oui, absolument, ça ne m'avait pas échappé. La question est de savoir si les circonstances dans lesquelles se trouve le monde aujourd'hui, dans lesquelles nous nous trouvons, sont, oui ou non, plus gaulienne que jamais, c'est-à-dire si elle ressemble un peu aux situations que le général de Gaulle et ceux qui l'ont suivi, accompagné, ont rencontré dans leur histoire au moment où ils ont accompli ce qu'ils ont accompli. Alors je vais vous dire quelque chose auquel je crois très profondément par rapport au libéralisme, par rapport au socialisme, par rapport au centrisme, par rapport à tout le reste. Le gaullisme est une idée neuve en France, en Europe et dans le monde aujourd'hui. Mais c'est très simple. Dans ce discours que vous avez mis sur votre page Facebook et que personne n'a trop critiqué, c'est ce dont vous vous réjouissiez vous-même. Il n'y a pas d'insulte en dessous. Ça reste une vidéo qui est très regardée et qui dit plein de choses. Vous parlez de votre famille politique.
politique, et vous dites des choses très précises. Ma famille politique, c'est celle qui ne prendra jamais l'enfant en otage de la politique. Sous-entendu, le mariage pour tous. Ma famille politique... Non. Je vous laisserai commenter après. C'est celle qui ne refuse pas aux enfants un repas de substitution à la cantine. Tout ça, c'est des critiques de Nicolas Sarkozy, clairement, notamment. Allez-y. Alors, d'abord, on peut avoir des désaccords. Hein, c'est permis au sein d'une famille politique. Oui. Moi, ce que j'ai voulu faire là, c'est pas un acte de candidature. C'est dire ce que j'avais sur le cœur depuis bien longtemps. Que d'ailleurs, beaucoup de gens dans ma famille politique, beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants, beaucoup d'électeurs ont sur le cœur depuis longtemps, et en particulier depuis qu'on a créé l'UMP. Et que dans ce rassemblement qu'on appelle aujourd'hui de la droite et du centre, le gaullisme a disparu. Et le gaullisme, c'était une volonté de dépasser les clivages. Le gaullisme, c'était une forme d'humanisme. Eh bien, dans ma conception du gaullisme, dont je ne suis pas le gardien du temple, oui, on ne prend pas les enfants en otage. Est-ce qu'une figure on ne prend pas les enfants en otage. On ne laisse pas de côté la question de la filiation. On a le souci des plus humbles. On a le souci des plus faibles. On a le souci des plus vulnérables. Et on arrête cette espèce de fuite en avant folle, hein, qui consiste tous les jours à choisir une catégorie comme bouc émissaire, en coalisant tous les autres contre elle. Tous les jours. Et on tourne catégorie bouc émissaire par bouc émissaire. Alors un jour, ce sont les fonctionnaires. Hein, un jour, ce sont les pauvres. Un autre jour, ce sont les chômeurs. Maintenant, ce sont les salariés. Imaginez. Et puis après, on a les pharmaciens, Vous les n'êtes notaires... pas d'accord avec la réforme du Code du travail voulue par François Hollande et portée par Je ne suis pas El Khomri. d'accord. Alors d'abord, on verra Enfin, le projet de loi qui sera présenté. Pour l'instant, j'ai lu le projet de loi proposé. Ça, il faut longtemps pour l'étudier, le diable étant dans les détails. Hein, c'est un énorme projet. Mais enfin, ce contre quoi je m'élève, ce contre quoi je me révolte, je dis bien, ma conscience se révolte. C'est cette espèce de fuite en avant par laquelle la classe politique pense pouvoir résoudre le problème du chômage, et d'ailleurs tous les problèmes de la France, encore une fois, en trouvant un bouc émissaire, ou en faisant des salariés, des travailleurs, la variable d'ajustement de toutes ces politiques. Oui, il y a des choses à changer dans le Code du travail. Oui, il y a des souplesses à donner à l'entreprise. Il y a surtout à donner à l'entreprise une visibilité sur ce qu'elle en sur les conséquences de ce qu'elle fait, sur ce qu'elle encourt. Oui, l'incertitude des jurisprudences est insupportable. Oui, quand vous ne savez pas à l'avance si vous commettez une faute ou pas, ni ce qu'elle va entraîner comme sanction, vous n'êtes plus dans l'état de droit et vous ne pouvez plus prendre sereinement des décisions. Oui, quand vous rajoutez le risque juridique au risque économique, vous compliquez la vie de tout le monde. Mais ça n'est pas une raison pour travailler de cette façon, ça n'est pas une raison pour jeter en pâture tout le monde des projets de loi dans lequel on comprend bien que on est en train de faire un retour en arrière terrible en matière de protection des salariés. On peut faire les choses autrement, on peut discuter, on peut essayer de chercher un équilibre. Un gouvernement, c'est son rôle. Qu'un syndicat demande tout pour ses mandants, c'est normal. Qu'une organisation professionnelle, le MEDEF, demande tout pour les siens, c'est normal. C'est comme le rôle de l'avocat dans la justice, c'est normal. Et puis, au-dessus, il y a un gouvernement dont le travail est d'essayer de trouver le point d'équilibre, d'essayer aussi de répondre à la question suivante. Est-ce que, en donnant satisfaction à court terme à une catégorie, je ne compromets pas l'avenir de toutes les catégories. Voilà. C'est le rôle d'un gouvernement. Vous rejoignez une partie de la gauche qui s'élève. Mais ça m'est égal, ça, moi. Je rejoins une partie de la gauche, de la droite, du centre. Je ne me prononce pas de cette façon. Là, je suis face à cette situation, face à cette espèce de fuite en avant, de surenchère sur la question sociale. Je suis en face d'une question morale. Voilà. Et la politique, ça se fait aussi avec de la morale. Et c'est aussi une leçon du gaullisme. Alors, Henri Guénaud, vous avez écouté les informations ce matin avec Nicolas Taillard sur France Info. Les Belges qui ferment leurs frontières parce qu'elles ne veulent pas voir arriver les migrants de Calais pour détourner un peu le verrou. Là aussi, c'est intéressant. Donc, là, regardez où nous en sommes. La question sociale au panier. Hein, il n'y a plus de question sociale. Bon, la question nationale... Il n'y a plus de question nationale. En tout cas, on a pensé pendant des années qu'il n'y en avait plus. C'était terminé, surtout en Europe. Eh bien voilà, à force de nier la question nationale nous saute à la figure. On ne pouvait plus contrôler les frontières, c'était le passé, c'était ringard, c'était impossible. Et regardez, en quelques mois... Ça vous convient ou pas, ça ?
Mais les Belges, ça me convient, notamment les Belges, c'est pas le problème. Ferment leurs frontières. Le problème, c'est de regarder les réalités en face. La politique, comme disait le général de Gaulle, pardon de cet abus de référence, elle se fait à partir des réalités. Bon, les nations en Europe, nations en Europe, c'est une. Oh, ça c'est un peu dommage. Ça. Le général de Gaulle ou Georges Pompidou, c'est dommage qu'il soit plus là. Ça, je suis bien d'accord. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je m'y suis fait depuis longtemps. Mais les frontières, c'est une réalité de l'histoire et de la politique. Les nations en Europe, c'est une réalité de l'histoire et de la politique. C'est une réalité aussi de la démocratie. Aujourd'hui, nous avons l'Europe telle que nous l'avons construite. Nous avons essayé de la construire en particulier depuis le milieu des années 80. C'était un peu différent avant. Elle a voulu se faire contre les peuples. Et bien voilà, on se retrouve confronté au peuple. On ne peut pas considérer qu'en Europe, il n'y a plus de frontières, que plus personne n'a le droit de se protéger. Regardez mais là, on la ne protège situation. rien du tout, Henri Guénaud. On met 300 policiers à une frontière alors qu'il y a 300 km. On va les laisser une semaine. On ne protège rien du tout. Simplement, on marque qu'on ne veut pas coopérer entre nations en Europe. Non, on marque qu'effectivement, on veut pas subir les conséquences des choix des autres. Et moi non plus français, j'ai pas envie de subir les conséquences des choix des Anglais, par exemple. Hein, on fait rentrer en Europe des réfugiés, ceux de Calais en particulier, qui veulent aller en Angleterre. Bon, très bien. Ils arrivent donc jusqu'à Calais. Ah, et puis après, il y a la mer. Et ça coince. Après, il y a la mer. Oui, ça coince aussi parce qu'on a signé un jour les accords du Touquet. Ça coince parce qu'on a accepté de régler le problème des réfugiés qui veulent absolument aller en Grande-Bretagne. On a accepté de le régler en France. Alors à ce moment-là, on aurait peut-être pu le régler avant qu'ils rentrent en Europe. Mais c'est pas possible. C'est l'affaire des Anglais. Mais Monsieur Guénaud, je vous écoute presque fasciné depuis... il est 58. Je suis content de vous fasciner. Mais non, mais tout ce que vous dites, c'est un discours de candidat. Je suis désolé. Non, pour l'instant, c'est un discours d'homme politique. Il faut quelqu'un qui s'est engagé tard dans la politique active, mais qui s'est engagé tôt dans la politique, dans la réflexion politique. C'est une révolte de la conscience et de la morale. Oui, voilà. mais c'est ça les conditions qui sont. C'est ça les conditions qui sont nécessaires. Si Nicolas Sarkozy était empêché, par exemple, regardez, il y a des mises en examen. Il y a eu Monsieur Guéant encore il y a quelques jours pour l'affaire des sondages. Est-ce que vous iriez? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Ça fait depuis Noël, comme le rappelait Nicolas Teilhard. C'est intéressant comme question. Les idées, ça se balade pas dans la rue. Il faut des hommes pour les incarner. Eh oui, il faut des hommes pour les incarner. Et des femmes, bien sûr, hommes avec un H majuscule. Et il faut des circonstances, parce qu'il ne s'agit pas d'aller faire le clown, il ne s'agit pas d'être candidat uniquement pour exister. Mais j'ai pas besoin de ça pour exister. Ça fait un quart d'heure que vous nous avez défini les circonstances, elles y sont. On vous laisse il y a les circonstances du monde, les circonstances de l'Europe, les circonstances géopolitiques, sociales, économiques, puis il y a aussi les circonstances politiques. Nous verrons si les circonstances politiques sont réunies et si j'ai à un moment donné la conviction que je peux faire bouger les lignes, car c'est la seule raison pour laquelle on doit se présenter à des primaires. Vous reviendrez nous voir. Vous nous le direz. La capacité à faire bouger les lignes, non encore une fois à exister sur la scène médiatique ou à réclamer un poste ministériel dans les futurs gouvernements. En tout cas, si vous le faites, vous le ferez ici, parce qu'avec le nombre de fois où on vous a posé la question, on mérite bien ça. Mais le général de Gaulle, on lui a posé tout le temps avant le second tour, avant son début de la seconde campagne présidentielle en 1965, et il répondait toujours « Eh bien, vous le saurez le moment venu, et ce moment s'approche tous les jours. » Bon, ratez pas la date, c'est dans un an quand même. Merci Henri Guénaud.